Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Connaissez qu'il se passe parfois des choses bien étranges. Je suis homme de science, monsieur. Suspendons notre crédulité. Moi non plus, les sources partiales ne À Marc de la Quel dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Si vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force Les gens meurent, venue les abuser des mensonges. humains? Non, je pense. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale marquant la fin de la saison 5 de notre podcast. Mais d'abord, accueillons pour cette fin de saison nos fidèles chroniqueurs et chroniqueuses. Il est venu sans sa raquette. Bonjour Jérôme. Salut, j'en ai une derrière le dos, hein. J'en ai toujours une sur moi. Ah oui, faut pas lâcher tes armes. Hein. Exact. Elle est venue sans ses rollers. Bonjour Adeline. Mes rollers. C'est roller. Mes rollers. Comment on dit Oui. Roller. Je suis venue sans mes rollers. En plus, c'est des quads que tu utilises, je pense, plutôt que des rollers. Des rollers quad, ouais. Et vous l'avez entendu, il y a aussi Trouts et son accent caractéristique du plat pays. Non, c'est même pas vrai d'abord. Bon, vous le savez, pour cette émission spéciale, le principe est un peu différent. Par le biais d'un corpus de films, ce format nous permet de questionner un sujet particulier à travers sa représentation au cinéma, de voir comment il est traité en fonction des films et quel avis on peut se faire sur le sujet, sur son adaptation et éventuellement revoir son propre point de vue. Comme à notre habitude, nous éviterons tout dogmatisme et toute discrimination en discutant à la fois du fond et de la forme à notre convenance. Comme c'est une émission spéciale, on a également une invitée très spéciale. Nous recevons aujourd'hui Elisabeth Feiti, podcasteuse et documentariste, autrice du podcast Méta de choc. Bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde. Et Est-ce que tu Salut. peux te présenter un peu plus en détail pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Elisabeth? Alors, je suis podcasteuse aussi, tout comme vous. Et mon podcast s'appelle Méta de choc. Il est spécialisé dans la pensée critique appliquée à soi, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal d'essayer d'appliquer le scepticisme à soi-même, parce qu'on est un peu les premiers à se tromper soi-même. Voilà, donc c'est un podcast qui alterne les émissions de témoignages et les émissions d'analyse avec des experts. Et tout ça autour des croyances, des connaissances qu'on peut avoir, bonnes ou erronées, sur notre manière de penser en tant qu'être humain. Voilà. Donc, mon mantra, c'est vous n'imaginez pas ce que vous pensez. et qui gratte comme un pull en laine. Oui, oui, souvent ça gratte un peu. Et c'est vrai aussi que j'aborde assez souvent le thème de l'emprise mentale. Donc, je pense qu'on va en parler pas mal aujourd'hui. Oui, j'allais faire l'introduction. Évidemment, on a hâte de t'entendre sur les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi croit-on et pourquoi certains prennent-ils le pouvoir sur nos croyances? Nous avons sélectionné 3 films dans ce podcast pour discuter du phénomène des gourous, des influenceurs, des dérives sectaires et de ce qui nous amène à croire en des réponses faciles à des questions compliquées. C'est pourquoi nous avons invité Elisabeth Feiti, car avec Méta de choc, les témoignages et les analyses qu'elle a produits nous ont beaucoup appris sur les dérives sectaires et les mécanismes d'emprise. Les 3 films que je vous propose sont Gourou, sorti en 2025 de Yann Gozlan, Magnolia, sorti en 1999 de Paul Thomas Anderson, et The Master, sorti en 2012, également de Paul Thomas Anderson. Je vous rappelle également que lors d'une émission spéciale, il n'y a pas de partie sans spoil, donc n'hésitez pas à aller voir les films avant de continuer. Bien évidemment, et encore plus pour cette émission, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité. Nous vous encourageons donc à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes surtout présents sur Insta et LinkedIn. Si vous avez aimé cette saison 5 de Cinétique, vous pouvez nous soutenir pour encourager la mise en place d'une saison 6. Pour cela, partagez, likez, tweetez, tiktoker, instagrammez, facebookez et commentez cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit pour les saisons précédentes, le podcast, ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission ou au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou LOSO. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre page Castopod. À travers nos 2 émissions estivales, nous allons discuter du phénomène gourou, d'influenceurs, de coaching et de dérives sectaires. Cette émission sera diffusée en 2 parties, une première qui sortira en juillet et une autre en août.
Nous allons discuter des films en eux-mêmes, de leur histoire, le contexte cinématographique et l'impact qu'ils ont pu avoir sur nous. Nous nous attarderons également sur les questions d'emprise et de dérive sectaire qui transparaissent à travers les films que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Nous allons donc interroger sur comment le sujet des gourous a pu inspirer le cinéma, tout particulièrement en France et aux États-Unis. Nous allons voir quelles influences ont pu avoir ces films sur certains publics. Et donc, je vous le rappelle, pour ces 3 films mythiques qui sont Gourou de Yann Gozlan, Magnolia et The Master de Paul Thomas Anderson. Nous allons essayer de comprendre ce que les réalisateurs ont voulu exprimer ou dénoncer, mais surtout, nous allons répondre à une question cruciale. Les réalisateurs de films sont-ils des gourous? Alors, quels sont brièvement les points communs aux 3 films que nous allons aborder? Quel est l'historique des gourous au travers du cinéma? Je laisse la main à Adeline pour nous en faire le teaser. Oui, alors moi je me suis intéressée évidemment à cette figure du gourou au cinéma et j'ai intitulé cette chronique De l'ombre à la lumière. Alors au départ, un gourou, c'est un maître spirituel dans sa définition. Donc le mot est formé des racines gou, ténèbres et rou, lumière. Et ça, je l'ai découvert après avoir intitulé ma chronique. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas, ref à Magnolia. Waouh, impressionnant. Mais dans l'imaginaire collectif, alors occidental, je précise, depuis le XXe siècle, le gourou représente bien plus qu'un maître à penser. Il s'agit plus, donc vision cinéma, hein, plus d'un personnage charismatique, énigmatique, ayant possiblement des pouvoirs surnaturels, ou du moins des pouvoirs de manipulation mentale, et bien sûr, il veut nous asservir, nous soumettre, voire nous tuer, donc c'est un méchant, voire un super méchant. Alors, je vais pas m'étaler sur trop l'historique du contexte de pourquoi le terme a dérivé comme ça depuis le milieu du XXe siècle. Donc vite fait, hein, quand même, un petit contexte historique, les hippies, avec l'arrivée des hippies, il y a un engouement fort pour ce qui vient de l'Orient, notamment l'hindouisme. Les gourous célèbres vont arriver surtout aux États-Unis, notamment avec les gourous des Beatles, tout ça, avec l'arrivée aussi dans les médias des affaires des suicides collectifs et autres. Donc on pense évidemment au Temple du Peuple avec Jim Jones, l'affaire de Charles Manson, le Warren Jeffs, les Davidiens, le Temple solaire en France, etc. Et aussi la veille sataniste avec Anton LaVey, qui évidemment va inspirer énormément le cinéma, notamment le cinéma d'horreur. Et donc, c'est l'émergence des gourous dans les médias, et ça ne risque pas de s'arrêter, puisque ça va ne faire que s'amplifier dans le cinéma. Bref, le gourou fascine et fait peur, c'est une des angoisses de la société. Le cinéma et les séries se sont emparés de ce phénomène et ont fortement contribué à cette représentation du gourou, donc, que je vais développer un peu après. C'est pas souvent le personnage principal du film, il est plutôt là comme un antagoniste pour servir de support de personnification au mal que le héros doit combattre. Je vais pas parler des documentaires, parce qu'il y en a à foison, mais moi je vais surtout m'intéresser dans cette rétrospective aux gourous de fiction, qu'ils soient inspirés de la réalité ou pas. Et je parle bien de personnages, voire même de figures de personnages, et non pas du tout des gourous réels. Cette figure du gourou traverse l'histoire du cinéma, ainsi que les genres cinématographiques. Donc comme je disais, énormément le cinéma d'horreur. Quelques exemples de Sacrament, Red State. Cinéma d'action, je vous ai dégoté The Order, qui est un gros nanar avec Jean-Claude Van Damme qui se bat en mode kung-fu contre un gourou, c'est assez drôle. Évidemment la science-fiction, le fantastique, par exemple Ordette de Dreyer, le thriller, La secte sans nom, ou encore la comédie avec Once Upon a Time in Hollywood, et évidemment le cinéma de propagande, mais ça aussi je vais pas du tout m'embarquer là-dedans. Pourquoi le cinéma s'intéresse au gourou particulièrement ? Pas juste un méchant comme les autres, il est une image, il a une aura, la théâtralité et le décorum l'accompagnent, avec des cérémonies d'apparition. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Il y a des rituels, tout en apparat, ça je vais y revenir. Dès le début du cinéma, des formes de représentation que l'on peut apparenter à des gourous font surface. Donc là, vous allez peut-être vous allez me dire « Ah ouais, t'es parti loin ». Mais oui, un petit peu. 1922, Nosferatu, le comte Orlok. Oui, c'est un monstre.
mais c'est aussi une interprétation, une représentation de celui qui peut manipuler les esprits, et il a des adeptes, etc., qui sont prêts à tout pour lui. Il surgit de la nuit pour soumettre à sa volonté et piller les corps, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est une sorte de métaphore en image de la monstruosité intérieure. On peut l'interpréter comme ça. Évidemment, il y a aussi le docteur Caligari en 1920, avec cette double personnalité entre forain et psychiatre manipulateur tueur, ou encore Dracula, etc. Ça, c'est vraiment les débuts du cinéma. Ensuite, j'ai essayé de classer un peu tout ça avec des styles de gourous qui ressortent au cinéma, qui ont une esthétique forte, qui leur est attachée à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment une chronologie que je vais faire, mais bien des types de gourous qui existent et qui se côtoient dans le cinéma et qui s'entrecroisent. Donc, dans l'idée du gourou de secte confidentielle, un secte fermé de société secrète, on a le gourou traditionnel religieux. Exemple, et là vous allez rigoler, l'empereur Palpatine dans Star Wars. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. All of a sudden we heard shots being fired in the air, and I guess probably 4 or 5. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Le gars, alors Tout à lui, fait. comment c'est intéressant parce que à chaque fois qu'il arrive, c'est toujours avec une musique majestueuse, etc., avec ses gardes du corps, enfin sa garde royale, tout de rouge vêtu. Il a une cape, une toge rouge et noire. Dans cette même veine, on a le gourou Picta dans The Love Guru, qui est une comédie satirique. Le grand prêtre Molaram dans Indiana Jones et le Temple perdu. Excellent service ici. Alors lui, son décorum, hein, c'est beaucoup de statues sur une imagerie un peu maya, etc. Il a des grosses cornes sur la tête, avec une tête réduite en chapeau, un maquillage, des colliers, un collier en dents, une toge rouge et noire. Alors le rouge et noir, évidemment, c'est la couleur des sectes et des gourous. Ça revient énormément dans l'esthétique des gourous au cinéma et des sectes en général. Il a un trône, etc. Ou encore plus récemment, on peut penser à Klaus dans la saison 2 d'Umbrella Academy. Il apparaît à un moment, il crée une secte sans faire exprès, une secte C'est vrai. hippie. Donc c'est un gourou avec des lunettes teintées, une tunique brodée, des colliers à fleurs. Là, on est vraiment dans l'iconographie hindoue, hippie des années 70. Ensuite, une autre catégorie, pour moi, toujours dans les sociétés secrètes, c'est le docteur fou. Donc j'ai déjà évoqué Caligari. Donc lui, il a plutôt... il a une cape, évidemment. Et il a aussi une tenue de médecin, donc avec ce côté blouse blanche. On peut aussi penser à Mademoiselle, dans Martyr. Alors elle a un turban noir sur la tête, un chemisier blanc, une veste noire, jupe noire longue, très stricte, et des lunettes teintées. Ça revient encore, les lunettes teintées. C'est Jim Jones aussi, un vrai gourou qui portait des lunettes teintées comme ça. Et dans les Docteurs Fous, on a par exemple Red Skull, qui a créé la secte Hydra dans l'univers Marvel. Et donc Red Skull, c'est un super méchant qui a la peau rouge et le visage en mode Un squelettique. turbo nazi surtout. C'est un ex-nazi. Der ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, hm? Nazis, 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 lauter Nazis. Il a un uniforme militaire noir et il a la peau rouge encore une fois, le noir et rouge. Et dans la même veine
Ouais, non, voilà. Ensuite, si on regarde les gourous qui ont une audience un peu plus large, mais qui restent en marge de la société. Moi, j'ai vu les gourous associés à l'antisocial et au complotisme. Donc, dans cette veine-là, on a évidemment le Joker. Alors lui, son apparat, c'est vert, violet, c'est des couleurs chatoyantes. Il met en scène énormément ses apparitions, les attentats, etc. Dans cette même veine, on a V pour Vendetta, qui peut un peu rentrer dans cette catégorie-là, ou encore Le Mandarin, univers Marvel également, Travis Slattery. Alors lui, il a des vidéos de propagande où il met en scène des meurtres, et il est habillé avec un pantalon treillis, il a une cape, bien sûr, et il a des lunettes teintées, bien sûr. Et tous ces modèles ont une même constante. C'est des bons orateurs, ils soignent leur image. Parfois même, c'est la secte qui a une tenue spéciale. Alors, je sais que ça rejoint la réalité, hein, mais par exemple, dans la série Chosen, style de secte rurale, le chef, c'est Monsieur Philippe, qu'on appelle Monsieur Philippe. Lui, il est en costume 3 pièces, alors que les autres sont en bras de chemise et bretelles et ne sont appelés que par leur prénom. Donc, il y a toujours un détachement comme ça de personnes dominantes sur les autres. Et ces gourous-là se retrouvent beaucoup dans la pop culture. Ce sont devenus vraiment des personnages de la pop culture. Évidemment, l'empereur Palpatine, chef de file de tout ça. Et par exemple, on peut retrouver en Funko Pop Klaus Gourou de Umbrella Academy. Il existe en Funko Pop. Ou Molaram d'Indiana Jones existe en Funko Pop. Donc c'est assez intéressant, c'est cette idée du super méchant. Et ensuite, on vire tout ça et on a une nouvelle émergence de gourous qui semblent ouverts à tous, visibles partout dans les publicités, etc. C'est une vraie apparition au cinéma, c'est les coachs. Parce que là, ils sont assez différents parce qu'il y a un effacement du décorum, même si l'utilisation des musiques, des films, etc., évidemment, ça participe à ça et qu'évidemment, il y a quelque chose de théâtral. Hein. Mais quand même, on laisse tomber le costume et ça, c'est hyper important. On n'est plus dans la cape, les bijoux, l'or, je ne sais quoi. Là, c'est jeans et t-shirt. Et là, on trouve des exemples très récents, notamment Masha dans Nine Perfect Strangers et Matt et Peter, les gourous de gourous. C'est très embêtant d'avoir appelé un film gourou sur les gourous. Et donc, tous ces gourous cinématographiques passent par l'étape indispensable au maintien de leur prestige, de leur aura. C'est la séance. Lieu de la manipulation mentale, la séance, le prêche, le séminaire, appelez ça comme vous voulez, ça a la même fonction, rassembler les fidèles, faire adhérer au discours. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet côté dispositif avec des décors assez somptueux, prestidigitation, des mises en scène. Ça peut être des événements magiques, de l'exorcisme, de la transe, du mentalisme, des apparitions divines, etc. C'est là où le gourou vraiment se transcende en quelque sorte. Et c'est très spectaculaire, donc très cinématographique. Et c'est ça aussi souvent qui est mis en scène dans les films. Et je pense notamment donc, à la comédie The Love Guru, où le gourou Pitka, lui, donc c'est une satire, hein, c'est une comédie, lui il se déplace que en éléphant ou assis en tailleur sur un coussin motorisé. Donc c'est assez drôle. Et donc, l'arrivée des coachs, il me semble que quand même on quitte davantage la cérémonie, le rite, pour aller vers le stand-up actif, la galvanisation des foules, etc. Parce que là, les spectateurs dans la salle deviennent acteurs, ils crient, ils pleurent, ils témoignent. On est moins dans l'écoute silencieuse et plus sur la performance. Le gars, il a un micro de fitness, il descend voir le public, il interrogeait avec eux. Ça fait plus côté messe vivante des prédicateurs américains.
Je dirais que les coachs, en fait, ils sont différents des autres gourous, à mon sens, car ils profitent d'un double ancrage qui permet un double ancrage spirituel et le management à l'américaine, en fait. Donc, ils sont différents des autres. Exemple du management à l'américaine dont je fais référence, c'est par exemple la série Dopsic de Disney, où là on met en avant, alors c'est pas du tout des gourous, hein, ou pas, ou peut-être, où on met en avant les séminaires des visiteurs médicaux, envoyés ensuite chez les médecins pour vendre des opioïdes. C'est un peu des vendeurs disciples quand même, hein, perdus entre cohésion d'équipe, cadeaux, fêtes, pression des chiffres. Voilà. Je fais référence à ce genre de management-là, qui se retrouve dans les coachs. Et si on regarde dans l'histoire du cinéma, on remarque que l'on passe du monstre au meilleur ami, de celui qui domine à celui qui accompagne, mais qui accompagne tel Méphistophélès, quoi. De la même manière, les films sur les sectes occultes sont moins présents, comme si les ténèbres attiraient beaucoup moins, comme si l'occulte était devenu un système vétuste qui ne fait plus peur. Aujourd'hui, c'est bien les structures dans l'hyperpositivité, la lumière qui font peur et fascinent, et donc arrivent sur grand écran, et reprennent le rôle des structures précédentes. Donc fascination, peur. Aussi, parce qu'aujourd'hui, et peut-être que ce qui fait plus peur, c'est comment on tombe dans ce genre de secte sans s'en rendre compte. Cette idée d'encerclement dans la vie de tous les jours avec les fake news, l'hameçonnage, le rabattage de masse sur les réseaux, etc. Est-ce que les croyances ont changé? Du coup, est-ce que leur radicalité change également? Ça, je ne répondrai pas à cette question. Par contre, je ne dirais pas non plus qu'il y a une substitution d'une forme de gourou par une autre, mais plutôt des tendances, des modes qui viennent par empilement de ces divers personnages. Les gourous traditionnels aujourd'hui sont encore visibles et toujours pertinents à l'écran. Mais on peut noter quand même que les coachs au cinéma, c'est quelque chose de très récent. Ainsi, les gourous et les sectes sont surreprésentés dans le cinéma à tel point qu'on les oublie. C'est un thème très commun, banal, surtout dans les représentations de méchants. D'ailleurs, à tel point que même quand je cherchais des exemples, j'en avais sous les yeux que je ne le voyais même pas. Par contre, finalement, les films qui dénoncent les pratiques des gourous dans la fiction, il y en a très peu. Ma conclusion, et là, un peu tirée par les cheveux, mais j'avais envie quand même, c'est que Murnau, il réalise en 1922 Nosferatu. Donc c'est un monstre de l'ombre qui hypnotise. Puis en 1926, il réalise Faust, avec donc Méphisto qui promet à Faust de revenir vers la lumière, vers la vie, il le coach. Et ça, c'était en 1926, quoi. Donc c'était il y a 100 ans. Donc je me dis peut-être que Murnau, il avait tout compris, je ne sais pas. Merci beaucoup, Adeline. J'ai été très longue. Ça ne fait que 2 pages. Ah oui, t'as pas tenu le délai de 2-3 minutes pour la chronique. Non, ça, Non. je te confirme. Impossible. Mais j'étais persuadé que tu allais parler un petit peu quand même du sketch, du fameux sketch des inconnus sur Skippy. Parce le que grand Oui, pour moi, il résume tout ce sketch en effectivement. fait. C'est Dans une la parodie. comédie, ouais. C'est J'aurais une pu. parodie, mais il résume tout. Il y a tout dedans, quoi. Oui, ça. Merci, Adeline. Maintenant, on va passer à la présentation de Yann Gosselin, le réalisateur de Gourou. Jérôme, c'est à toi. Ok. Alors, moi, je voulais faire une présentation un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Je vais essayer de présenter Yann Gosselin et son cinéma à travers ses films, en fait. Je vais partir, vu que j'ai vu tous ces films, je ne sais pas si vous avez vu tous ces films, parce que nous, on avait fait aussi Boîte Noire, Ouais. et celui-là, aujourd'hui, et d'autres. Peut-être par la suite, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu que ceux avec Pierre Ninet, moi, pour ma part. Pareil. D'accord. Et donc, moi, je trouve ça intéressant de partir du départ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Gourou, voir comment il a fait évoluer son cinéma, parce que pour moi, son cinéma, il repose sur une obsession centrale, c'est la perte de contrôle. Qu'il s'agisse d'un enfermement physique, d'un mensonge devenu incontrôlable, d'une technologie envahissante ou d'une manipulation mentale, ces personnages se retrouvent confrontés à des situations où le réel devient incertain. Il y a une part de fragilité psychologique
Et le cœur de son œuvre explique pourquoi ces films suscitent souvent un sentiment d'angoisse chez le spectateur. Donc à travers une filmographie, on va dire, variée mais cohérente, moi en tout cas je la trouve cohérente, c'est mon point de vue. Après, chacun pense ce qu'il veut. Yann Gosselin explore les limites de la perception humaine, les dérives de l'ambition et les dangers des systèmes de pouvoir. Son parcours montre une évolution constante, d'abord centrée sur une violence concrète et physique. Son cinéma s'oriente progressivement vers des menaces plus psychologiques et invisibles. Cette évolution peut être observée à travers chacun de ses films. Donc, on va commencer par son premier film, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'est Captif, de 2010. Et donc, on rentre immédiatement dans un univers assez sombre et brutal. Donc, en fait, le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui bosse dans l'humanitaire, qui se retrouve malheureusement kidnappée et enfermée avec son équipe dans un réseau clandestin de trafic d'organes. Dans cette première réalisation, le cinéaste impose son style, une tension permanente, une sensation d'oppression et un personnage principal confronté à une perte totale de liberté. On y voit la peur très concrète et le physique qui est bien mis en image, on va dire. L'enfermement devient un thème central. Les personnages sont prisonniers d'un espace fermé où toute tentative de fuite semble impossible. Le spectateur ressent presque physiquement cette angoisse grâce à une mise en scène très immersive, souvent claustrophobique. Ça y est, j'y suis arrivé. Les décors sont assez sombres, les couloirs étroits et le silence renforcent l'impression de danger permanent. Cependant, l'œuvre annonce déjà ce qui deviendra la marque de Gosselin. Des personnages fragiles confrontés à un monde qui leur échappe totalement. Ici, la violence vient de l'extérieur, mais elle provoque déjà un bouleversement intérieur profond. En 2015, il réalise avec Pierre Ninet Un homme idéal. Et pour moi, il prend un tournant important dans sa carrière. Le danger n'est plus extérieur, mais intérieur. On suit un jeune écrivain ambitieux qui découvre un manuscrit inédit et décide de le voler pour se faire passer pour son auteur. Ce choix immoral devient le point de départ d'une spirale de mensonges dont il ne parvient plus à s'en sortir. Ce film marque une évolution importante du réalisateur. La violence physique disparaît petit à petit pour laisser place à une violence psychologique. Le héros devient prisonnier de sa propre imposture. Plus il ment, plus il doit continuer à mentir pour protéger son secret. Gosselin s'intéresse ici à la construction d'une fausse identité. Son personnage principal finit par ne plus savoir qui il est réellement. Cette idée de confusion entre vérité et illusion deviendra essentielle dans ses œuvres suivantes. À travers cette histoire, le réalisateur montre aussi une critique de la réussite sociale et de l'obsession du succès. En 2017, il réalise Burnout, de la pression et de l'obsession. Il change d'univers tout en conservant ses thèmes favoris. Le film mélange course de moto et trafic de drogue à travers l'histoire d'un pilote talentueux, obligé de travailler pour des criminels afin de protéger sa famille. Le rythme du film est beaucoup plus nerveux. Les scènes de moto traduisent une tension constante et symbolisent la vitesse avec laquelle le personnage s'enfonce dans une situation incontrôlable. Gosselin filme ici la pression sociale et financière qui écrase l'individu. Le thème de la double vie occupe une place centrale. Le héros tente de concilier sa passion sportive avec un univers criminel. Mais comme souvent chez Gosselin, le personnage est dépassé par un système plus fort que lui. Plus il essaie de reprendre le contrôle, plus il s'enfonce. En 2021, Boîte noire. Considéré comme l'un des plus grands succès du réalisateur, Boîte noire pousse encore plus loin sa fascination pour la paranoïa et la perception du réel. Le film raconte l'enquête d'un expert chargé d'analyser les enregistrements d'un crash aérien afin de découvrir les causes de la catastrophe. Ici, le danger est invisible. Il ne s'agit plus d'une menace physique, mais d'un doute permanent. Le personnage principal devient obsédé par la vérité et commence à remettre en question tout ce qu'il entend. Le son joue un rôle essentiel dans le film. Chaque bruit, chaque silence peut contenir un indice ou un mensonge. Le réalisateur installe une tension psychologique assez forte.
le spectateur partage les doutes du héros et ne sait plus ce qui est vrai. Ce thème de la manipulation de l'information est particulièrement contemporain et dans un monde où il devient parfois difficile de distinguer les faits. En 2023, son cinéma reste toujours psychologique mais se rapproche de la technologie. Il explore un territoire encore plus sensoriel, avec le film Vision. Le film mêle hallucination, désir et culpabilité dans une intrigue où la frontière entre rêve et réalité devient floue. Le réalisateur s'intéresse ici à la perception altérée du réel. Le personnage principal est incapable de distinguer clairement ce qui relève du souvenir, du fantasme ou de la réalité. Cette confusion plonge le spectateur dans une expérience presque hypnotique. Le thème du désir devient aussi central. Gosselin montre comment certaines émotions peuvent fragiliser l'esprit humain et faire vaciller les certitudes. Plus encore que dans ses films précédents, le réel semble ici se décomposer sous les yeux du spectateur. En 2025, il réalise Dalloway. Il s'attaque à une question très actuelle, la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle. Le film suit une écrivaine accompagnée par une intelligence artificielle qui devient progressivement omniprésente dans sa vie. Il s'interroge ici sur les dangers de la dépendance technologique. L'IA, d'abord présentée comme un outil rassurant, devient peu à peu intrusif. Le personnage principal perd progressivement son autonomie, incapable de vivre sans cette voix artificielle. Ce film montre une nouvelle évolution du cinéma du réalisateur. La peur ne vient plus seulement de l'esprit humain, mais aussi des machines capables d'influencer nos comportements. Et, on va en parler ce soir, ou cet après-midi, Gourou, de 2026. Donc là, Yann Gosselin semble atteindre un des thèmes les plus inquiétants de son parcours, la manipulation psychologique directe. Le film explore le pouvoir d'un homme capable d'exercer une influence mentale considérable sur ceux qui l'entourent. Cette fois, le danger n'est ni un système ni une technologie, mais une personne. Le réalisateur s'intéresse aux besoins humains de suivre une figure rassurante, même au risque de perdre son libre arbitre. Ce thème du pouvoir du discours résonne fortement avec notre époque, marquée par l'influence des réseaux sociaux et des leaders d'opinion. En conclusion, au fil de sa carrière, Yann Gosselin a construit un univers cinématographique assez cohérent, dominé par la peur, le doute et la perte de contrôle. De Captif à Gourou, ces films montrent une évolution claire. La menace devient de moins en moins physique et de plus en plus psychologique. Là où ces premiers personnages affrontaient un danger concret Par contre, ces héros récents luttent contre leur perception, leur obsession ou des influences invisibles. Son cinéma reflète également les inquiétudes de notre époque, la pression sociale, le mensonge, les technologies intrusives, la manipulation de l'information et le besoin de croire. Aujourd'hui, il apparaît comme l'un des réalisateurs français les plus marquants du thriller psychologique, capable de transformer des peurs modernes en récits captivants et profondément troublants. Voilà, j'ai fini. Merci Jérôme. En fait, j'avais vu Dalloway aussi et Captif dans la filmographie, mais il est très prolixe. Il fait beaucoup de films, Gosselin, on dirait. En 2025, il a fait 2 films, Dalloway et Gourou. Ouais, il les a enchaînés, ouais. Ouais, incroyable. Et avant de passer à la présentation de Paul Thomas Anderson, une petite page de pub. Non, je déconne. Elisabeth, elle nous écoute et du coup, elle intervient plus beaucoup. Je voulais savoir quel était ton rapport au cinéma, Elisabeth. Est-ce que tu connais ces 2 réalisateurs? Est-ce que quel est ton rapport au cinéma, tout simplement? Alors, je vais assez rarement au cinéma, j'avoue, mais j'aime bien ça, j'aime ça. J'y vais, pas autant que vous en tout cas, ça c'est certain. J'y vais plusieurs fois par an. Après sur les films qui ont été déjà cités, j'en ai vu quelques-uns et c'est vrai que j'avais vu Boîte noire que j'avais bien aimé. Donc c'est vrai que c'était pas mal pour moi quand j'ai été je vais peut-être pas le dire maintenant, que j'ai été sollicitée pour, c'est pas maintenant, Spoil, hein? vas-y. Si, donc OK. Donc pour moi, c'était pas mal, en fait, quand on m'a sollicité pour contribuer au scénario du film Gourou.
de savoir que le réalisateur avait déjà en fait fait un film que j'avais apprécié. C'était Ouais. c'était plutôt un point positif pour moi. Mmh. Très bien, très bien. Mais je précise une chose quand même par rapport à ce qu'a dit Jérôme. L'idée originale du film Gourou vient plus de Pierre Ninet que de Yann Gosselin. Donc, Ouais. Ok. c'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment Pierre Ninet qui a voulu s'intéresser à la question de la rhétorique et du pouvoir de la parole sur les esprits. Et ensuite, il a proposé à Yann Gosselin de travailler dessus parce que voilà, ils Parce avaient qu'ils déjà sont amis, collaboré. ouais. Voilà, Et pour leur exactement. 3e collaboration, en fait. Voilà. Et après, Yann Gosselin, il est le scénariste principal, puisqu'il y a 2 scénaristes. Mmh. Il est scénariste principal du film Gourou. Donc, clairement, il y a sa patte dedans, hein. Ouais. Mais l'idée de départ, c'est Pierre Ninet. Et ça peut expliquer aussi qu'il ait pu enchaîner plein de films à la suite parce que il devait avoir des projets dans les tiroirs. Et puis après, quand il y a des propositions de collaboration, ça accélère le mouvement, surtout si ça vient d'un producteur, puisque Pierre Ninet est producteur sur le film. Mmh. Ouais. Je suis pas très étonné, on en reparlera peut-être plus tard, mais je suis Ouais. pas très étonné que l'idée vienne de Pierre Ninet, en fait. On va y revenir parce que là, il reste encore ta chronique, Trouts. Si tu peux faire un Ouais. peu plus vite, un peu plus rapide que Ouais, tes ouais, précédés je vais faire, prédécesseurs. je vais essayer de faire assez rapide, malgré le fait que la cinématographie de Paul Thomas Anderson est vraiment Tout à fait. complexe, foisonnante, et vraiment, il y a énormément de choses à dire dessus. D'ailleurs, je me demandais si, parmi vous, il y avait des gens qui avaient vu d'autres films de ce réalisateur, qu'on va nommer Pitié, là, pour faire plus simple, d'autres que les 2 films qui nous concernent ce soir. Oui. Ouais, j'en ai vu d'autres. Je crois que j'ai vu Boogie Nights, moi, ouais. Moi, j'ai vu Boogie Nights et There is no blood, c'est ça le titre? Et There is no There blood. will be blood. There Will Ah Be non, Blood. There Will Be pardon. Blood, There ouais. Will- There Will Ouais, Be ouais, Blood. avec Daniel Day-Lewis, ouais, incroyable. Oui, je l'ai vu. Et Oui, Paul Dano. ouais. C'est tout. C'est ça. Et puis les 2 de ce soir. Ok, et aucun d'entre vous n'a vu une bataille après l'autre, donc... Oui, si, Pas je l'ai encore. vu, moi. Ah, Si, je ouais, l'ai ouais. vu, moi, une bataille après l'autre. 2 Moi, fois j'ai même. essayé de le regarder et j'ai pas réussi. Ça m'a Ah, alors, gavé, ça m'a d'accord. gavé. Ah Ça serait ouais? intéressant de comprendre pourquoi, ouais, après. Ah, moi Mais j'ai bien aimé, moi, hein. Moi j'ai bien aimé. Il est space, hein. Il est très space. Et quand ouais, je suis sorti du film, il a fallu que je le revoie une 2e fois pour en prendre la mesure et l'apprécier. C'est vrai que la première fois, je savais pas quoi en penser et je me suis dit dans 2-3 jours, je saurais quoi en penser et non. Jusqu'à la 2e vision, peut-être 1 mois après, j'ai pas su quoi penser de ce film. Vraiment, c'est très, très bizarre comme ça m'a rarement mais fait ça. je suis pas certain que la première lecture soit celle qu'ait voulu donner Paul Thomas Anderson. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est appréciable, c'est que parmi toute sa filmographie, c'est peut-être le seul qui a vraiment une fin claire, en fait. J'ai l'impression, tu vois, où il y a vraiment un dénouement à la fin. Voilà. C'est possible, ouais. Mais bon, voilà, Paul Thomas Anderson. C'est un cinéaste qui est né en 1970, qui était fils d'un réalisateur d'animation télé. Et c'est un truc qu'on va retrouver parfois dans son cinéma. D'ailleurs, dans Magnolia, les scènes qui se passent sur les plateaux télé ont été tournées avec des caméras télé, de façon à télé. Et il a mis vraiment toute son expérience de réalisation télé dans ces trucs-là, quoi. Il est né à Los Angeles et il a vécu dans le quartier de Los Angeles où se tourne Magnolia et où se tourne Punch Drunk Love, si je ne m'abuse. Donc c'est quelqu'un qui aime bien connaître les lieux où il tourne, qui aime bien jouer tout le temps s'entourer de la même équipe. C'est un cinéaste de troupe. Il utilise toujours les mêmes personnes sur l'éclairage, les mêmes personnes sur les décors, souvent les mêmes personnes sur la musique, souvent les mêmes acteurs. Et donc voilà, il écrit il écrit très souvent pour des personnes en se disant, tiens, il y a une similarité d'ailleurs avec, c'est peut-être les seuls, mais avec Alexandre Astier. C'est-à-dire qu'il va écrire pour des gens et il va mettre une importance particulière à la musicalité et à la musique dans ses films. La musique est très présente, elle est parfois intradiégétique, parfois extradiégétique, parfois un peu les deux, ça se mélange. Et parfois, même pour quelqu'un comme moi, ça prend parfois un peu trop de place, justement. La musique raconte beaucoup de choses. Et dans un film comme Punch Drunk Love, justement, il y a des moments où la musique prend
tellement de place que moi, ça me dérangeait, ça me sortait un peu du récit. J'ai compris un peu par la suite que, en fait, cette musique dérangeante, elle était là aussi pour illustrer l'état d'esprit du protagoniste, joué par Adam Sandler, qui a vraiment un esprit bouillonnant, très perturbé. Et cette musique, elle est là, en fait, pour appuyer ça. Et c'est ça qui est, en fait, dérangeant. Et c'est peut-être le but recherché dans ce truc-là. Bon, voilà, il y a des thèmes très, très récurrents dans son cinéma. De Boogie Night à Magnolia, puis à There Will Be Blood, The Master. Voilà, c'est toujours des familles dysfonctionnelles, des relations père et fils, une question très prenante de la solitude, du besoin d'appartenance au groupe aussi, des blessures du passé, de la quête de rédemption. Il y a cette phrase qui revient beaucoup dans Magnolia. On en a peut-être fini avec le passé, mais le passé n'en a jamais fini avec nous. Et c'est quelque chose voilà, qui est assez présent. N'hésitez pas à intervenir et à me couper si vous voulez rebondir sur des trucs. Hein. C'est pas très très écrit ce que je fais, donc c'est fait aussi pour être un peu interactif. Voilà. Non, je suis d'accord. Donc Voilà, j'écoute. il vient très souvent sur les communautés de substitution, les groupes, les sectes, les équipes, voilà, ce qui remplace une famille biologique qui serait un peu dysfonctionnelle. Des personnages qui cherchent des guides ou un ancrage. Le personnage de Tom Cruise, Frank, dans Magnolia, il fouille un peu un père violent. Dans There Will Be Blood, Daniel Plainview, il adopte un fils comme un outil pour aller prospecter ses puits de pétrole. Dans The Master, le personnage de Freddy, il va aller rechercher dans Lancaster Dodd une espèce de figure tutélaire, un père de substitution. Gary Valentine dans Licorice Pizza, qui est le fils de Philip Seymour Hoffman. Donc quand Philip Seymour Hoffman est décédé, encore une fois, il va chercher dans des acteurs qui sont proches, quoi. Il va chercher le fils de Philip Seymour Hoffman. C'est ce qui est assez amusant. Donc voilà, Gary Valentine, il gravite autour d'adultes ou d'adultes ados comme ça pour se construire. Voilà, c'est des personnages qui sont souvent des performeurs, des imposteurs, des gens qui ont quelque chose à vendre, que ce soit du pétrole, que ce soit de la religion, que ce soit du rêve ou même juste de leur personne à eux. Voilà, c'est un cinéma qui va interroger ce que ça signifie de jouer un rôle dans la vie réelle, en fait. J'ai l'impression. Voilà, oui? Oui, tout à fait, Non. c'est ça, c'est les relations ambiguës, avec le père qui a besoin de son fils, mais le fils qui a aussi besoin de son père et parfois les relations deviennent assez, toxiques et il essaye d'exploiter ces choses-là quand il y a pas carrément eu des abus sexuels puisque ça c'est traité, au moins dans 2 films que j'ai vus de lui. Oui, Il tu as traite de ces Boogie Night sujets-là. qui parle de l'industrie des films pour adultes dans les années 70-80, où là c'est très, 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 très présent, ouais, c'est clair. D'ailleurs, oui, Boogie Night, c'est toujours le décor de Los Angeles et de la Californie, hein, qui est toujours très très présent, qui est même là comme quasiment un acteur qui déforme les gens, qui tord les gens un petit peu, quoi. Voilà, un peu la cartographie d'un rêve américain qui se fissure, si tu veux, un peu dans tous ces films, j'ai l'impression, quoi. Tout Voilà, à c'est fait. Si ouais, tu veux, on va passer à la suite, comme ça on va pouvoir parler, au travers de Gourou, de tous les sujets dont on vient de parler, on va les approfondir sur un film. Je voudrais Ouais, juste revenir. juste quelques petits trucs peut-être à ajouter vite fait sur Ouais. son style cinématographique, quoi, qui est vraiment très travaillé, très. C'est pas un mec qui est très très apprécié à Hollywood, visiblement, parce que c'est un gars qui se la pète un petit peu depuis très très longtemps et qui est très très exigeant envers ses équipes. Mais voilà, il utilise des longs travelling, des zooms très brusques, énormément de gros plans, énormément de plans séquences. C'est un cinéma qui se ressent. On a l'impression qu'il documente et qui va chercher la vérité dans le regard des gens. Avec chaque fois peut-être la liberté de chacun des spectateurs de pouvoir comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre dans ces films. D'ailleurs, c'est quelque chose qui dit très fort. Ça l'énerve quand on demande à un réalisateur qu'est-ce que tu as voulu dire. Il dit démerdez-vous les gars, quoi. En gros, voilà, c'est
voilà, il est réputé pour tirer des performances vraiment très, très fortes de ses acteurs, que ce soit Tom Cruise dans Magnolia, que ce soit Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood ou même Joaquin Phoenix. On se rend compte que Joaquin Phoenix, il Oui. peut tout jouer, en fait, ce mec, c'est incroyable. Comme d'ailleurs Seymour Hoffman, ils peuvent Il s'est tout jouer, inspiré ces grands. d'ailleurs. Pour Joker, il s'est inspiré de son rôle dans The Master, hein, clairement, hein, pour moi. Ah, Hein. ouais, c'est Il y a possible, tellement de c'est possible. postures et de gestuels Mm. que. Ouais, ouais. Et c'est aussi le maître du dialogue. Parce que, Ouais. et de la durée, enfin, il fait tenir ses dialogues, c'est très long Oui. par Oui, rapport mais à des standards Habituel. habituels. Et- Ces dialogues, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans son cinéma. C'est ces dialogues interminables qui ont le temps de se développer et qui, du coup, ont un côté hyper réaliste qui est très appréciable. Ouais, c'est clair, quoi. Mais même Adam Sandler, qui est un acteur que j'ai toujours trouvé assez plat dans ses films, et là, dans Punch Drunk Love, il est juste excellent. Voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait révéler des images, je trouve, pitié, révéler ou même déconstruire des images des gens, quoi. Voilà, et encore une fois, tu parlais des dialogues, ça rejoint l'importance de la musique et de la musicalité, je trouve, chez lui, quoi. Voilà. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense, mais je pense qu'on en parlera pendant le reste de Tout à fait. l'émission. Tu l'as juste évoqué, mais c'est intéressant cette histoire de troupe. Hein. Il y a Goslan qui semble se calquer sur Paul Thomas Anderson pour le fonctionnement de ses films, puisque il a collaboré 3 fois avec Pierre Ninet. Il n'a pas une filmographie si longue que ça. Et on peut 7 voir films. que Paul Thomas Anderson, il a joué 5 fois avec Philip Seymour Hoffman, 3 fois avec John C. Baker, 4 fois avec Philip Baker Hall. Mhm. Ils ont vraiment leur équipe, donc comme tu disais, leur équipe technique, mais aussi leur équipe d'acteurs est très, Ouais. très récurrente. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose donc de commencer avec le premier film, Gourou, de Yann Goslan, sorti en 2025. Et comme l'a spoilé tout à l'heure Elisabeth, elle a participé à ce film en tant que consultante. Alors raconte-nous un peu, Elisabeth, comment ça s'est passé, comment tu as été contactée, quelles ont été tes conditions? Alors, j'ai été contactée, de mémoire, par le deuxième scénariste qui s'appelle Jean-Baptiste Delafont, qui est en fait le dialoguiste du scénario, et qui est en fait un auditeur de Méta de Choc. Alors j'ai appris par la suite que Pierre Ninet était aussi auditeur de Méta de Choc, mais ça je l'ai pas su pendant le travail. Je l'ai su après pendant la promo parce qu'il a un peu, fait de la promo sur Méta de Choc en fait, par la suite. C'est sympa de sa Ouais, part. ouais, c'est plutôt cool. Super. C'est plutôt cool. Et donc Jean-Baptiste Delafont m'a contactée parce qu'il avait notamment entendu, la série de podcasts, que j'avais faite avec, Rémi Rivas et qui s'appelle, Coaching l'Eldorado de la manipulation mentale, qui l'a manifestement, bien influencé ou en tout cas, inspiré pour, l'écriture, la coécriture du scénario et des dialogues. Et donc il m'a contactée parce qu'il voulait savoir si, je serais intéressée de lire le scénario existant, en tout cas l'étape à laquelle il en était et avoir un regard critique sur le scénario. Donc moi, en fait, la première chose que je me suis dite, c'est: «Ouh là là, ça part très mal». Le titre, c'est Gourou. À tous les coups, on va avoir droit à un gros méchant, quelqu'un qui est dépeint de manière caricaturale et cetera. Même si bon, au départ, je savais que ça allait être sur le coaching, hein, mais je me suis dit: «Bon, voyons». Et puis j'ai un peu échangé avec lui et ce qu'il en est ressorti, c'est vraiment que, justement, la démarche était de montrer une personne, un coach, qui était sincère dans son approche, et qui, voulait aider les gens et qui malgré tout, effectivement, devenait un gourou toxique, pour les personnes, pour ses clients. Donc ça a été vraiment, en fait, la condition de mon adhésion au projet parce que sinon je l'aurais pas fait. Parce que c'est trop facile, en fait, c'est trop facile d'avoir, une description manichéenne, il est forcément du côté du mal et cetera. Je trouve ça un peu agaçant parce que ça correspond pas à la réalité, en fait. La réalité, c'est que la plupart des gourous, c'est-à-dire des gens qui posent problème et qui mettent d'autres personnes sous emprise, c'est qu'elles sont la plupart du temps, Sincère. persuadées de faire le bien, persuadées, de faire quelque chose D'aider les d'utile. gens, hein. Voilà, exactement. Donc ça, j'ai trouvé ça important et puis bon, voilà, après on m'a soumis le scénario, j'ai fait, un premier retour, qui était un retour à l'ensemble, enfin, au producteur,
principal, aux producteurs et acteurs donc du film Pierre Ninet, et aux 2 scénaristes, ainsi que donc le scénariste-réalisateur. Donc on a eu quelques échanges par mail. Ils m'ont demandé une note, un petit rapport. J'ai fait des annotations dans le scénario et j'ai dit voilà ce qui me semblait super, ce qui me semblait vraiment bien dans les dialogues, dans les situations, etc. Et ce qui me semblait moins bien et voire qui pouvait enlever de la crédibilité en fait au personnage. D'accord, moi je veux bien avoir un petit peu de détails, de ce que tu de ce que tu as trouvé bien et ce que tu as trouvé moins bien. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose, c'était de présenter le film. Donc le film suit Matt, un coach en développement personnel ultra populaire incarné par Pierre Ninet. Dans une société en quête de sens, il remplit les salles avec des discours de réussite et de dépassement de soi, jusqu'au moment où les critiques, la politique et ses propres dérives le poussent dans une spirale paranoïaque entre manipulation, folie et quête de pouvoir. Un thriller psychologique sur les gourous modernes et les mécaniques d'emprise. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous, arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion? Je te reconnais plus. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Donc voilà, donc c'est avec ce sujet-là que tu es Il rentré a sur pas le de scénario. cap. Pardon? Il a pas de cap. Ah ouais. Non, il Non. n'a pas de cap. Ouais. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est un gros coup de la part de Pierre Ninet et Yann Gosselin d'avoir fait ce film, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment eu, avant ce film, de film justement qui décrit le métier de coaching de manière critique. Ouais, Et je ça, je pense trouve aussi. que c'est aussi sans doute pour ça que ce film aura un impact, parce que même aux États-Unis, il n'y a pas vraiment eu de film de cinéma critique sur ce genre de choses, quoi. Ouais. Moi, je me demandais, Elisabeth, avant que tu répondes à la question de Nicox, est-ce que tu n'as pas eu un peu peur d'être prise comme caution pour ce film, caution absolue, en mode, voilà, si, attesté par Metachoc, j'ai envie de dire, voilà quoi. Non, parce que je pense pas que j'ai ce niveau-là de notoriété pour que ce soit le cas, tu vois. Bah, peut-être pas auprès de tout le monde, mais auprès de nous, oui, un peu quand même. Auprès des Ouais, sceptiques, bah, ouais. écoute, moi, je l'ai pas pris comme ça. Moi, je pense au contraire que c'était une mesure de précaution tout à fait saine de la part du dialoguiste de vouloir s'entourer de personnes qui peuvent apporter un regard critique en fait sur son travail. Ce qui n'est jamais simple hein, quand tu as bossé des mois sur un scénario, que quelqu'un arrive et te dise ben ça marche pas, etc. Enfin, je vous en parlerai un peu, mais il y a quand même des choses que moi j'ai dites et qui ont une répercussion sur l'histoire en fait. Donc je pense que c'est plutôt positif. Après, dans le milieu sceptique, évidemment, on pourrait se dire ah bah oui, elle a donné sa caution à un film, donc ça veut dire qu'elle approuve tout. Bah pas du tout. J'approuve Ah pas oui, oui, bien forcément sûr. tout. Et il y a Bah, aussi des choses que j'ai critiquées et ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, Ouais. voilà. Donc bon, pour moi, c'est de la fiction. Donc après, c'est des goûts et des couleurs. Moi, j'ai essayé d'apporter ma pierre pour que ce soit le plus efficace possible en termes
comment? Ouais, que les personnages soient De crédibles, quoi. réalisme, ouais, de Ouais. réalisme, parce que on a vite fait de pouvoir, balayer d'un revers de main une critique du coaching si, il y a un mot de travers, un mot de vocabulaire qui est mal utilisé ou, une situation qui ne se produirait jamais dans la réalité et moi, Ouais. c'était un peu ça mon objectif. Donc, non, je pense pas qu'on m'a utilisé, au sens péjoratif du terme, Et moi, OK. j'ai envie de vous demander à tous, et à commencer par toi, Elisabeth, est-ce que tu apprécies le résultat final? Est-ce que tu aimes ce film, du coup? Alors, c'est difficile, en fait, parce que c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que comme j'ai lu le scénario plusieurs fois, une fois que le film est sorti, et que je l'ai vu, j'étais pas présente sur le tournage non plus, mais, en fait, je pouvais pas avoir un regard extérieur. C'était pas possible pour moi. C'est comme se demander si, j'ai aimé un film que j'ai fait moi-même, quelque part, d'une certaine manière, parce Mmh que, voilà, il y a un manque de recul. Par contre, ce que je pense, c'est que Mmh. si j'avais été spectatrice, a priori, il y a des trucs qui m'auraient pas trop plu. Le côté thriller, par exemple, je Mmh. j'ai pas accroché. Ah oui? J'ai trouvé dommage, en fait, hem, qu'il y ait qu'on reste pas plus dans la tension, psychologique et qu'on parte vers une tension, thriller avec des morts, en fait. Mmh. Donc ça, j'ai moins apprécié. Alors moi, ça me l'a fait à la seconde vision. La 1re vision du film, j'ai vraiment trouvé que ça marchait bien. C'était un bon film, même si en tant que sceptique, j'avais plein de remarques. Le film en lui-même, comme œuvre cinématographique, m'a beaucoup plu. Et c'est la 2e vision que ça m'a fait un peu cet effet-là. Ouais, tout à fait. Et Jérôme, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, qu'est-ce que tu as pensé du film? Moi, je l'ai bien aimé. Bah, après, c'est un sujet, à la base que j'aime bien aussi, le monde, des coachs, un monde que je connais aussi, donc ça me parlait un petit peu, mais je Ah oui, il faut rejoins qu'on parle, Elisabeth. hein. Il faut qu'on en parle Oui, de ça, pardon, hein. excusez-moi. Et non, je rejoins aussi assez Elisabeth sur le côté thriller, tu vois? C'est un peu le défaut du film quand je l'ai revu aussi. C'est que, après je pense que c'est dû, au réalisateur, parce que Ryan Gosling, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est quand même un réalisateur du thriller psychologique, donc je pense le trailer a pris un peu trop le dessus par rapport à la première partie que j'ai beaucoup plus appréciée. Mais un peu Et comme dans après il y a Boîte trop de noire, quelque part. ouais, il y a un peu de sous-intrigue qui, en fin de compte, te sort un peu du sujet, par moment. Mais bon, le réalisateur, réussit quand même à garder toujours le cap jusqu'au bout pour moi. Je suis pas vraiment sorti du film, mais j'adore aussi les scènes où pour moi, il y a quand même 3 scènes marquantes dans le film. C'est, la première scène où on voit Anthony Bajon, que j'aime beaucoup, cet acteur. Mmh. Quel personnage? Le personnage Julien, là, le Julien, ouais. 1er qui parle Oui, devant d'accord, oui, la oui. mais toute la mise en scène aussi du réalisateur, j'adore. Je pense que je sais pas si Elisabeth tu participé à ça, mais moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est la mise en scène de toute la mise en boîte du gourou à travers les séminaires. C'est, parce qu'au début, ça reste plutôt modeste, et au plus on avance dans le film, ces séminaires deviennent de plus en plus importants et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de moyens. Je sais pas si je me trompe? Alors ça, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense pas que c'était une volonté. C'est peut-être dans la Mmh. manière de filmer, Ouais, d'accord. qui s'élargit avec le temps, au fur, Ouais. et à mesure de la narration. Mais je pense pas que c'était en tout cas, moi, dans la lecture du scénario, c'est pas quelque chose que j'ai vu comme une intention. D'accord, OK, non, c'est la question que je me posais, mais non, j'ai bien aimé aussi la deuxième fois, bah, le moment où c'est le chauffagiste, je crois, qui lui demande de quitter son travail, tu vois? Au Ouais. fur et à mesure, et puis la troisième, je crois, qui est un peu plus discrète, je crois, c'est la 3e personne, je crois, c'est une jeune femme qui a été plus ou moins, violée par son oncle, je crois, de souvenir, et ça, j'apprécie beaucoup, et j'aurais bien voulu aller un petit peu plus loin dans ce sens-là, mais on reconnaît quand même bien la patte du réalisateur, même dans les ralentis, la mise en scène, le côté cathartique aussi quand il prend ses bains froids, Mmh. et quand les gens, ils crient à un moment avec le ralenti, avec la musique bien choisie aussi, une musique plus classique, mais les émotions étaient là pour moi, mais je te rejoins sur le côté thriller. J'avoue qu'au bout d'un certain temps, je pense que c'est un peu la bagarre qu'ils ont dû avoir les 2 entre Pierre Ninet et puis, Ryan Gosling, savoir qui allait l'emporter peut-être. Mais en tout Mmh. cas, moi sincèrement, c'est un film que je recommande, hein, par Ouais. rapport au sujet, quoi. Il est Et aussi, j'ai une autre chose à te demander, moi quand j'ai vu le film, vu que j'écoute beaucoup tes podcasts, Elisabeth, c'est surtout au niveau des dialogues. Moi, j'ai reconnu tout de suite, les terminologies pseudo-scientifiques. Mmh mh.
qui sortait à la fois quand il rentrait dans son personnage, Pierre Ninet. Tu sais, quand il parlait par exemple au Sénat, quand il parlait après avec d'autres personnes de son équipe, ou quand il est passé chez Hanouna, tout ça. Et moi, j'ai reconnu plein de façons on va dire, une sorte d'habillage verbal pour dire voilà, je suis un coach de vie, je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois ce que je veux dire? C'était, je sais Oui. pas si tu as participé aussi à Et ça, bah, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié en tout cas. alors oui, effectivement, j'ai donné mon avis sur, le langage qui était utilisé, les mots de vocabulaire, mais en fait, je dois dire que Mmh. Jean-Baptiste Delafont, il a fait un super boulot dès le départ. Moi, quand j'ai reçu le scénario, j'avais stabiloté, le PDF qu'on m'avait envoyé avec différentes couleurs, et donc en vert, c'était tous les trucs, que je trouvais géniaux, que je trouvais vraiment bien et super, vraiment des phrases qu'on entend tout le temps, et il en avait énormément. Il avait vraiment bien cerné, les dialogues, en fait, hein. Bon, c'est son boulot en même temps, mais Mmh. on sent que, voilà, c'était un sujet qu'il avait vraiment bien documenté, et je trouve que c'est d'autant plus, du coup, appréciable, que malgré ça, malgré cette grande documentation manifeste, il s'était dit: «Bon, je vais quand même demander à quelqu'un, son avis», en fait. Et non, non, dès le départ, c'était quelque chose, qui était vraiment d'une très bonne qualité. Les mots de vocabulaire, les tournures de phrases, l'esprit du coach, qui motivationnel, en fait, était déjà présent. Mmh. En tu avais fini, Jérôme? On peut passer à Ouais, l'avis ouais, de quelqu'un d'autre. On va revenir sur toi après, puisque toi, comme tu l'as dit, tu es coach sportif et coach mental. Et donc, évidemment, avec Gourou, je pense qu'on a plein de parallèles à faire aussi pour avoir ton avis sur les techniques de manipulation qu'on peut mettre en place, conscientes ou inconscientes. Adeline, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah, je donnais mon avis sur Goro. Je suis curieux. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout adoré. Enfin, j'ai pas du tout adhéré, je veux dire. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? Autant, Boîte Noire, j'avais trouvé ça génial. Autant là, alors, tout ce qui a été dit précédemment, je suis d'accord. Ouais, le côté thriller, pour moi, ça arrive trop vite, c'est pas justifié. Il y a un problème de développement, des personnages, du scénario. Enfin, moi, ça a fait flop, et j'ai pas du tout aimé le jeu de Ninet en tant que coach. J'y crois pas une seconde. J'ai l'impression de voir un mec qui fait un monologue de la comédie française, quoi. Il y a un côté, je me suis dit: «C'est peut-être moi», donc je suis allée voir un peu enfin, c'est pas un documentaire, le film Netflix là, sur, comment il s'appelle? Tony Robbins, et voir un peu comment se passent, ces séances filmées là. Donc on n'est pas du tout sur le même genre de personnage, hein, et non, je vois Pierre Ninet qui fait du Pierre Ninet, ça a pas du tout fonctionné pour moi. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est, l'exposition, de la méthode, sa commercialisation, et tout ce qu'il y a autour de ça. Sur sa visibilité, sur, comment ça fonctionne, et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Mais voilà, évidemment, le côté thriller et tout, moi, autant Boîte Noire, c'était super, mais là, non. Mmh. OK. Et toi, Trouts, du coup? Moi, je suis un peu partagé avec tout le monde, mais assez d'accord avec Adeline aussi. Je trouve il y a 2 films en un peu, tu vois? Il y a Mmh. et soit tu fais un thriller, soit tu fais un thriller psychologique, mais le mélange des 2 il est bizarre et il switch un peu bizarrement de l'un à l'autre. Après il y a quelque chose qui me dérange assez fort, c'est que, on semble souvent justifier les saloperies que fait le personnage de Pierre Ninet. Les justifier peut-être pas, mais faire en sorte qu'on essaye de les comprendre en tout cas, quoi. Tu vois? Qu'on en comprenne les causes, que ce soit un mensonge qui est mal passé et qui s'empire, que ce soit enfin voilà, on est toujours presque en train de le défendre, j'ai l'impression un petit peu, quoi, tu vois? Mais Et ce ça ouais, me je pense que et ça ça c'est intéressant, c'est intéressant. et ça m'a un petit peu embêté.
Après, bon, moi, je commence à en avoir ma dose de Pierre Ninet, je suis désolé. Il y a Oui, peut-être moi ça aussi. aussi qui a joué sur moi, j'avoue. Moi aussi, je vous l'avoue, moi aussi. C'est possible. hein. Voilà, on le voit un petit peu trop partout et c'est. Oui, j'ai tendance à dire un peu pour rire que pour le moment, c'est mon youtubeur préféré. Voilà. Hmm. J'ai pas aimé le conte de Monte Cristo, par exemple. Moi, ça m'a vraiment saoulé. Moyennement. Trop de Pierre Ninet, tue le Pierre Ninet. Ouais, bah pareil. Ouais, je crois aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'appréciais à la base. Il a l'air super sympa. Il a l'air. Voilà, quoi, tu vois. Mais là j'en ai peut-être un peu ma dose aussi, quoi. Sinon, visuellement, c'est très beau. Il y a plein de très chouettes plans et les couleurs sont les lumières et les couleurs sont très chouettes. Euh, c'est du Gozlan, donc voilà, on sait qu'il est très bon derrière une caméra, quoi. Et un très bon réalisateur. Il sait retranscrire très bien les ambiances, par exemple. Les ambiances, voilà, dans les séances de coaching, dans les meetings, c'est assez bien retranscrit. C'est génial. D'ailleurs, il y a des clins Mais d'œil. c'est peut-être parfois un petit peu abusé sur les gros plans des gens en train de hurler avec le visage qui se déforme, etc. Bon, c'est peut-être un petit peu trop appuyé. Mais L'histoire, moi, j'ai l'impression qu'on. Alors, au-delà, si on enlève le côté, c'est un coach, d'accord? Si on prend l'histoire du film, le côté thriller, moi, j'ai l'impression aussi que c'est un truc qu'on a vu 1000 fois, quoi. Il y a pas, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est un mec qui l'aimait beaucoup, qui le rejette, et du coup, paf, il y a un suicide et un machin. Bon, ça s'est déjà vu, quoi. Et puis, moi, j'ai trouvé ça hyper rapide et un peu simple, l'idée qu'il y a un fan qui vient le voir et tout, et en fait, il le rejette. Déjà, c'est pas très malin. Quand t'es un coach, en plus, c'est pas malin, ça, on le voit venir à 4 km. L'histoire de Julien, moi, j'ai pas compris ça. Mais et il doit faire attention normalement à ses fans, à ses disciples, je sais pas comment on peut les appeler. Et là, le Julien, il le rembarre plusieurs fois. Et on voit venir le fait que Julien va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'est. Et pourquoi il leur répond mal? Normalement, un coach qui maîtrise bien son truc, est-ce qu'il va pas justement faire en sorte que de Ouais. mettre tout le monde un peu dans sa poche? Mais là, justement, c'est justifié par le fait qu'il est déjà dans la galère, qu'il a plein de trucs dans la tête. Et Mais tu moi, vois, c'est toujours désamorcé, en fait. Ouais, mais ça arrive trop Ces facilement. conneries sont toujours désamorcées, quoi. Moi, je pense qu'il y a un côté mégalomane aussi qui est très courant chez les gens qui ont beaucoup de succès et qui peut leur faire beaucoup de conneries en réalité. Nous, on les voit pas forcément de vue de l'extérieur, mais je pense que ce type de comportement totalement irrespectueux et pas vraiment calculé, ça peut arriver assez vite chez quelqu'un de mégalo. Et il est mégalo assez rapidement dès le début du film, on s'en aperçoit. Ouais. Mais est-ce Il se qu'ils compare à Jésus, hein. Il se compare à Jésus un Ouais, il peu, se quoi. compare à Donc, Jésus, mais même La avant discussion ça, avec son frère. ouais. on Mais voit bien Elisabeth, qu'il... est-ce qu'il n'a pas tenté de prévenir ça? C'est-à-dire qu'il fait en sorte que ce soit ses équipes qui gèrent tous les adeptes et que les adeptes puissent venir le voir avec des rendez-vous réguliers. Et lui, Julien, il bypasse tout ça pour essayer de le voir en direct. Et au bout d'un moment, il est excédé par ça. Au début, il fait quelques efforts, mais après, il ne veut pas avoir un Julien qui lui colle au basque. Et moi, je comprends pourquoi il s'est énervé. On le voit s'énerver. Après, moi, je trouve pas que c'est disproportionné. Ça monte Moi, crescendo parce que l'autre, après, il poste des vidéos qui font le buzz sur les réseaux, etc. Mais pour moi, ça me paraît très, très cohérent, au contraire. Oui, moi, ça me paraît tout à fait réaliste. Je pense que ça peut tout à fait déraper quelqu'un qui, effectivement, a toute une équipe qui gère, parce qu'il ne peut pas tout gérer tout seul de toute façon, mais qui devient complètement mégalo parce qu'il a un succès énorme, vraiment énorme. Donc, à un moment donné, de toute façon, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens et avec leur esprit? Il joue avec. On voit bien dans les séances, les grands shows qu'il fait avec toute cette foule en face de lui, ces milliers de personnes devant lui, quand il est sur scène, il joue avec l'esprit des gens. Donc, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut avec les gens. Donc, s'il les insulte et s'il les humilie, c'est pas ça qui va faire que les gens vont arrêter de l'aduler. Donc, il pense que, bah oui, pas de problème, il peut faire ce qu'il veut avec les gens et leur dire maintenant tu te tais et j'ai plus envie de te voir. Donc, pour moi, il y a une certaine cohérence. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un film et la réalité, elle peut dépasser complètement la fiction. Et ce qui est tout à fait acceptable, enfin réaliste dans la vie, peut être too much dans un scénario. Ça, c'est une autre question. Ouais.
Et effectivement, on se dit: «Il va se passer un truc. Il va se passer un truc», là, ça commence à partir un peu en cacahuète, ça va lui retomber dessus. C'est marrant parce qu'il y a moi je trouve que le film part plutôt bien justement parce qu'il y a ce côté mégalo, mais il y a aussi une fausse humilité, pardon. Quand il dit: «Ben, cette meuf elle est trop bien pour toi», quand il se prend un selfie avec sa copine, quand on voit comment il s'adresse à son chauffeur avec beaucoup de respect. On se dit au début que bon, il est un peu mégalo sur scène, mais c'est pour vendre sa sauce, mais que derrière il a des bonnes valeurs. Et puis on voit ces valeurs glisser le long du film. Moi je trouve que c'est plutôt Ouais. bien fait. Moi j'étais bien dedans. Mais en fait, c'est effectivement vraiment ça, une vraie intention, pour le scénario qui avait été, totalement assumée, c'était cette ambiguïté. C'est-à-dire, au départ, on peut s'attacher à son personnage. On peut se dire: «Ouais, bon, OK, effectivement, il peut avoir des aspects un peu humbles, on voit qu'il maîtrise son sujet, il y a quelque chose d'un travail bien fait quelque part». Et puis, de fil en aiguille, on comprend non pas que ça dérape, moi je pense pas que ça dérape, je pense qu'on comprend, en étant spectateur de tout ça, de fil en aiguille, que derrière la façade, il y a un truc qui est pourri, en fait. Et ça va déraper pour lui parce que ça va aller trop loin et ça va le mener à sa perte, ou pas d'ailleurs. Ou pas, hein, Mais, on sait pas, hein. mais en tout cas, je pense que dès le départ, en fait, tout est pourri. Mais la manière dont c'est présenté, je trouve ça plutôt pas mal, moi, plutôt habilement mené. Hem, on lui donne des circonstances atténuantes et il y a une ambiguïté et il y a un malaise, en fait. Je pense que ça crée un malaise chez le spectateur, mais que c'est vraiment voulu. Ce que tu décris, Ah Trout, oui. Mmh. c'est que, en fait, c'est vraiment voulu. On peut pas lui jeter complètement la pierre dès le début. Et puis on voit que c'est quelqu'un au début qui est extrêmement doué pour prendre la parole, pour convaincre les adeptes et c'est que de fil en aiguille qu'on voit qu'il a une oreillette, qu'on lui susurre des trucs, un peu comme, quand James Randi, il avait, épinglé ce pasteur, qui se faisait filer toutes les informations par sa femme, en faisant croire que, il avait, des visions et qu'il devinait le nom des gens, leurs problèmes et cetera. En fait, c'était sa femme qui lui communiquait tout dans l'oreillette et il a cette technique-là dans le film. Moi, je trouve que ce film, il est vraiment hyper riche parce qu'il montre un petit peu toutes les techniques de Mmh. manipulation et toutes les techniques de gourou, qu'on a pu voir, depuis un siècle en utilisant, des méthodes de mentaliste, des méthodes technologiques et des choses comme ça. Ouais, le hot reading qui consiste justement à te documenter sur les personnes que tu vas Mmh. manipuler par la suite en leur faisant croire que tu as des visions, une Très information, bien. ou une intuition extraordinaire, c'est effectivement une technique qui est très utilisée par tous ces coachs. En fait, ils glanent les informations au moment d'inscription sur les fiches, ils Mmh. vont voir ce qui se passe sur les pages Facebook des gens et cetera et ensuite effectivement, ça peut faire un énorme effet sur toutes ces personnes qui pensent que: «Ah bah, ce coach me connaît par cœur, il se souvient toujours de tout alors que je sais pas, la dernière fois que j'étais en stage avec lui, c'était il y a 2 ans, mais il connaît tout sur moi», voilà, et on comprend bien pourquoi il a besoin d'une grosse équipe derrière aussi pour justement, collecter toutes ces infos et le briefer à tout moment, quoi. C'est incroyable à quel point ça peut bien marcher le hot reading. Moi, je m'amuse souvent, quand une personne, elle a oublié qu'elle m'a donné sa date d'anniversaire, par exemple, je lui fais: «Oh, toi, je sens que tu es vierge ascendant machin» et je lui sors une connerie comme ça et les gens, ils sont mais scotchés pendant 10 minutes et jamais ils se sont dit: «Mais je lui ai déjà donné l'information, c'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an», juste ils s'en Bah oui, rappellent, quoi. tu Ça leur c as donné naissance. mmh et des fois, je Juste parce que m'amuse. ta date de naissance, en fait, c'est juste ça, en fait. Oui, Tu c'est veux ça. juste nous dire que c'est son anniversaire et qu'on a oublié, c'est ça? Un Et peu. non. Juste, je reviens sur la méthode justement là, c'est ça que j'ai aimé, dans le film, comme je disais tout à l'heure, l'exposition de la méthode, et tout ça et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est, hem, la personnalisation, qui quand ils vendent, je sais pas trop ce qu'ils vendent d'ailleurs. Ils vendent un cycle de séminaires et un truc comme ça et ils s'attachent à, dire le prénom des gens, comme si, ça leur était Mmh. réservé à eux. Ce Mmh mh. ce côté, même quand dans la séance, il prend des gens, avec leur prénom, comme si, c'était un package, personnalisé. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup, heu aujourd'hui, personnaliser les choses dans le commerce, et cetera. Ouais.
Ouais, bah, c'est clair, les gens se sentent pris en compte, se sentent, accompagnés, compris, enfin, Comme ça pour fait partie l'homéopathie. ça fait partie des outils de vente et des outils de manipulation. Ouais, et puis il y a aussi la scène que j'ai bien aimée aussi dans le film, c'est comment il a pu démasquer la journaliste. C'est Euh, génial. je veux C'est dire, vraiment c'est génial moi je ce trouve que c'est une passage. super idée, quoi. On n'y pense pas forcément, mais comme quoi il essaye de tout contrôler. Et le moindre détail pour lui est très important. Donc, ouais, parce que quand on voit des scènes avec par exemple, avec la scène avec le public, il sait très bien le faire. Au début, il te donne, ton prénom, il dit ce que tu fais, après il te questionne, puis après, quand il vient un moment assez crucial de la manipulation auprès de la personne dans le séminaire, il demande au public de se rapprocher. Moi, je trouve que c'est très fort parce que le côté, on peut appeler ça un ressort de groupe, dans la psychologie sociale, je sais Mmh. pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, j'aime bien. Ouais. Je veux dire, c'est le moment avec la journaliste, c'est le comportement de la journaliste que je comprends pas trop en tant que journaliste. C'est Bah, clair. ouais, OK, Pardon, OK, hein, il s'est mais ré OK, il s'est renseigné sur moi, OK, il a des infos, mais qu'est-ce que je m'en fous de toute façon? Évidemment qu'il va faire, «Ouais, je sens une allergie négative» et cetera. Mais justement, c'est un truc en plus pour le démonter, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle se barre en courant comme ça? Je comprends pas. mais Je même ne comprends pas. quand elle est filmée, on Oui, la c'est voit, ça, ouais. elle est un peu en panique comme ça, il y a un surjeu, de la Oui, de journaliste qui a fou, rien à faire là, qui est un peu bizarre, quoi. Elle est pas sait pas de trop fou, c'est faire son trop truc, quoi. bizarre. Et du coup, j'ai une question pour toi, Elisabeth, suite à ça, puisque c'est suite à l'affaire de la journaliste qu'il est reçu chez Hanouna. Pourquoi une séquence aussi longue sur On ne touche pas à mon poste, c'était, je crois, à l'époque encore, l'ancienne Ouais. Oui, et puis émission la petite d'Hanouna. balle la petite balle pour complément d'enquête aussi, quoi, bon. Ouais. Mmh. Ouais et bah, écoute, ça, j'ai aucune idée, c'était dès le départ dans le scénario, et complément d'enquête était dès le départ dans le scénario également. Donc ça, je sais pas exactement. Hem, mais apparemment, ils connaissent pas Hanouna personnellement, il y a pas de lien puisque Hanouna racontait comment s'était passé le tournage et il a expliqué que, bah, en gros, il en avait rien à foutre, qu'il avait dû être payé un cachet et que tout ce qui l'intéressait, c'était de plier ça en 2 secondes, qu'il ferait pas de prise, il a fait qu'une seule prise. Donc voilà, c'est il est arrivé sur le tournage, je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il explique. Alors, j'ai Non, pas j'ai vu. pas vu ça. Non, Il vas-y, vas-y, ça donc ça a m'intéresse. été ça a été filmé dans les studios d'Hanouna, de Touche pas à mon poste. Heu, Pierre Ninet était là très en amont, toute l'équipe de tournage était très en amont. Hanouna avait prévenu qu'il ne ferait qu'une prise. C'est il arrive sur le plateau, ils font les dialogues et il s'en va et c'est ce qui s'est passé et voilà. Donc je suis même pas sûre qu'il ait suivi, vraiment le dialogue qu'on lui avait demandé de suivre. D'accord. Parce que Donc moi, ce qui m'interroge, c'est que en réalité, c'est pour ceux qui ont un petit peu dessous de jugeote, c'est fait pour discréditer Hanouna, que Hanouna invite Ouais, je n'importe me suis qui, posé ça aussi. y compris des gens toxiques, limite, ce voilà. qu'on veut Mmh. comme adjectif. Mais pour le commun des mortels, enfin pour le commun des mortels, pour des millions de Français, si tu passes chez Hanouna, c'est que tu es quelqu'un de bien, c'est que tu es quelqu'un d'intéressant, quoi. Bah, Et c'est ce qu'est le personnage. Il est adulé par c'est des ça? milliers, des centaines de milliers de personnes et Hanouna, il en sort pas spécialement grandi d'ailleurs, puisqu'il fait faire un coming out faux, au héros, qui se Ouais, fait passer pour une victime et on comprend par la suite qu'en fait, il est victime de rien, heu ouais. et qu'en fait, il s'est servi d'Hanouna pour, faire passer un message, qui l'arrange, qui lui Oui, permet oui. de se sortir d'une mauvaise passe. Ouais. L'un comme l'autre profitent l'un de l'autre, de la notoriété de l'autre pour faire leur petit show et de toute façon, ça ils n'en sortent pas grandis ni l'un ni l'autre, quoi. Voilà et Oui, c'est là encore très réaliste. C'est-à-dire que Oui. c'est-à-dire que oui, Hanouna aurait encouragé, une sorte de révélation sur son plateau, et l'autre, se serait servi de la notoriété du plateau pour se défendre, d'une attaque, médiatique. Oui, c'est Mmh. ça, ouais. Ouais. c'est vrai que c'est particulier de voir, Touche pas à mon poste dans ce film à cette place-là parce que ça leur donne, un peu le mauvais rôle, mais ils ont accepté de faire le truc. C'est particulier. Ouais, Ils s'en puis sont pas Ouais, aperçus, en fait. c'est peut-être aussi un peu le moment où oui, tu étais un peu dans la mouise et qu'il avait besoin de reprendre un peu de thunes quelque part et que là, il a demandé un beau gros cachet. Ouais, ça m'étonnerait pas de la part d'un mec comme Hanouna, quoi. Ouais. Je sais en tout pas, cas, ce qui je est connais sûr, pas. c'est qu'il a pris son cachet, il a fait le minimum syndical, hein.
Il s'est pas Mmh. investi dans le film. Ouais. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Hein. Pierre Niney, il a rencontré Hanouna sur le plateau quand il est entré sur le plateau. Ouais. Et il lui a Ah, dit, ça, la première chose qu'il lui a dit, c'est je te préviens, je fais qu'une prise. Et Pierre Niney lui a dit en rigolant, il lui a dit bah oui, oui, je sais, je suis au courant, on m'a prévenu, il n'y a pas de souci, on y va quand tu veux. Donc voilà, Waouh. c'était ça. Waouh, ça donne envie. Et, Ouais, La sacrée perf. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre comme ambiance. Ouais. ouais. Et toi, tu l'as rencontré, Pierre Niney, ou pas? Non, mais j'ai un peu échangé du coup par mail au moment du scénario, de l'écriture du scénario. Donc j'ai eu quelques retours et bon, voilà, il m'a dit que c'était très intéressant ce que j'avais fait comme retour. Voilà, pas grand-chose de plus. C'est vraiment plus avec Jean-Baptiste Delafont que j'ai échangé. Ok. Et Yann Gosselin, j'ai pas échangé un mot, je pense, avec lui, hein, même par mail. Mmh. D'accord. Et ton expérience, tu la résoudrais comment au final de cette collaboration, de cette... et t'as- C'était intéressant et assez satisfaisant. Parce que voilà, parce qu'il y a un résultat derrière, il y a un film, voilà, donc je suis assez content d'avoir participé. Mais c'était assez frustrant parce que clairement, j'étais là que en tant que conseil Mhm. et donc ça a été des ping-pong assez brefs. Alors soit parce que j'ai été extrêmement claire dans mes retours par écrit et que du coup ils n'avaient pas besoin de plus, soit parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Mais c'est vrai que du coup en fait, ils m'attendaient à avoir un peu plus d'échanges avec eux et un peu plus de proximité, on va dire. Mais ça a été assez rapide en fait. Ça a été assez vite fait. Ok. Et j'ai proposé aussi de contribuer, d'être conseil sur le tournage, notamment des grandes scènes de manipulation pendant le séminaire. Et j'ai pas eu de réponse. Et je trouve qu'en fait, au final, ils ont très bien joué. Enfin, ils ont très bien fait les choses. Donc, Du coup, est-ce que ça te donnerait envie de plus participer à un tournage, ou à plus t'investir dans la réalisation d'un film? Bonne question. oui, enfin, moi, si on j'ai énormément de propositions dans ce sens. Après, les choses aboutissent ou n'aboutissent pas. Puis, quelquefois, ça prend des années. C'est comme, c'est exactement comme Gozlan quand on regarde sa filmographie. Tout à coup, au début, c'est poussif et c'est tous les 5 ans. Et puis, tout à coup, il y a plein de trucs qui sortent en même temps. Moi, ça fait des années que je suis sur plein de projets en même temps, de livres, de BD, de dessins animés, de films aussi. Bah, rien qu'aujourd'hui, on m'a recontacté pour un scénario de film qui a pour décor les témoins de Jéhovah. Waouh. Donc, en fait, je suis sollicitée en pièces de théâtre aussi, stand-up, etc. Après, mon engagement, bah, il est très variable. Ça dépend du sujet, évidemment, si c'est un sujet que je maîtrise complètement ou pas, ou si c'est plus pour un apport un peu plus ponctuel sur certaines choses plus anecdotiques par rapport au sujet central. Et ensuite, dans certains cas, je peux devenir co-autrice ou je peux devenir m'engager plus dans certains projets. Donc, Ok, voilà. cool. Donc on reverra Elisabeth Fety au cinéma ou dans des œuvres bientôt, quoi. Oui, Ouais, oui, c'est cool. Bonne nouvelle, sans ça. aucun doute. Bonne nouvelle. Sans aucun doute. Peut-être que les mecs te mentent et non, y a pas que les vêtements. Je ne pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. J'éclate des portes pendant que tu grattes des clopes à Gare du Nord. Regarde dehors, même mon garde du corps, un garde du corps.